Un petit peu qu'on présentait ce matin. Donc, pour terminer la matinée, on a le plaisir d'accueillir donc Éric Vico, qui est le directeur de l'URC Saint-Louis, La Riboisière, Fernand Vidal. Euh, Entre parenthèses, probablement l'URC en France qui accueille, enfin qui gère le plus grand nombre, qui génère le plus grand nombre de PHRC chaque année, et avec un nombre de PHRC en particulier dédié à la chirurgie. Bon, c'est un bonheur d'avoir Eric Vico. C'est vrai qu'on travaille ensemble depuis très très longtemps et c'est, vous allez le voir, toujours indispensable de protocoliser même et surtout en chirurgie. Donc merci Eric d'avoir accepté cette conférence pour clôturer cette matinée. Merci Emmanuel, merci c'est évidemment un honneur pour moi d'être dans cette académie de chirurgie avec des personnes que je connais effectivement depuis longtemps et nos chemins se sont croisés. Personnellement, tu parlais des PHRC, Emmanuel, il se trouve que mon premier PHRC, ça a été en chirurgie avec Yves Panis. Et c'est même à cette occasion-là que le concept d'unité de recherche clinique a été développé, je dirais, grâce à des personnes qui se sont rendues compte de l'intérêt de professionnaliser la recherche clinique en général et à l'hôpital public en particulier. Ensuite, j'ai eu effectivement l'occasion d'être le méthodologiste de la commission de la HAS qui s'occupe des dispositifs médicaux. Et là, évidemment, les interactions avec la réflexion sur la recherche clinique en chirurgie a été aussi un point très, très important dans mon parcours. Donc, comme je le disais, c'est un honneur et un plaisir d'être là aujourd'hui. Je voudrais juste vous transmettre quelques messages que je trouve importants et qui sont des messages un petit peu spécifiques pour la recherche clinique en chirurgie euh, et basés sur des observations. Euh, le premier point, si vous voulez, ce qui est quand même frappant dans les relations que je peux avoir sur la recherche clinique en chirurgie et d'une certaine façon les éléments qui ont été présentés aussi ce matin confirment ça de façon absolument évidente, c'est que la recherche clinique en chirurgie, il y a à la base un investissement personnel qui m'apparaît beaucoup plus grand que celui, on va dire, si on compare avec la recherche en médecine, par exemple, euh, il y a quelque chose de personnel à la base de la recherche qui est vraiment plus grand. Et ça, évidemment, ça va induire quelque chose qui est différent, c'est-à-dire qu'il y a un circuit court entre le chirurgien qui a l'idée, qui a l'envie de changer quelque chose, qui a l'envie de proposer une nouvelle technique, un nouveau dispositif médical, et puis l'évaluation. Ça, c'est ce point-là. Et ces points-là sont, à mon avis, peut-être on peut les considérer comme des points d'ordre peut-être psychologique, mais en fait, non. C'est des points qui vont profondément impacter la façon dont la recherche va être faite. Et pour, je dirais, pour le meilleur et parfois pour le moins bon. Donc, ce qu'il faut essayer, je pense, c'est d'essayer de garder le meilleur et de progresser sur le moins bon. Alors, à partir de là, si vous voulez, quand on voit la façon dont la technique évolue en chirurgie, on est aussi frappé par le fait qu'il y a des discussions qui se font avec un poids de partage d'expérience qui est beaucoup plus important, par exemple, que dans les évolutions des prises en charge médicales. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'évolutions techniques en chirurgie qui viennent, qui sont discutées dans les congrès, sur des bases qui sont des bases observationnelles ou des bases d'expérience, des bases d'échange d'expérience, ce qui arrive infiniment moins souvent pour des changements de pratiques médicales. Par exemple, on parle de changement de pratique médicale en général avec un support de démonstration et d'évaluation qui, en moyenne, évidemment, sont beaucoup plus importants que ce qui se passe en chirurgie. Alors,
les conséquences, c'est que globalement, on va dire, et encore une fois, je vous parle de façon globale, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'exceptions, mais globalement, la démarche de développement pour une innovation chirurgicale, que ce soit une technique proprement dite ou une innovation chirurgicale associée à un dispositif médical, comme c'est le cas le plus fréquemment, euh, c'est ça se fait avec un niveau de protocolisation qui est très souvent beaucoup plus faible que ce qu'on ferait, par exemple, pour une nouvelle proposition médicale de traitement. Donc ça, c'est le point. Et c'est particulièrement vrai dans les phases initiales de la recherche en chirurgie. Il y a beaucoup de choses qui avancent sans une anticipation, sans une formalisation qui peuvent être problématiques éventuellement parce que on sait que quand justement c'est d'une part l'inventeur qui rapporte et il y a un biais de mémorisation, c'est-à-dire que il y a toute une phase où on va considérer son expérience et comme pour toute expérience, le biais de mémorisation va aller favoriser l'hypothèse qu'on veut démontrer. Et comme on est l'inventeur de quelque chose et qu'on y croit, il y a un effet de l'inventeur qui peut être relativement important. Cette absence de protocolisation aussi peut avoir des conséquences majeures. Alors, j'ai Emmanuel Martineau à mes côtés. On a été évidemment extrêmement touchés par l'affaire Macchiarini sur une fraude, sur, on va dire, un développement initial de greffe de trachée. Donc, ces points-là, en fait, sont des points, je dirais, qui très certainement méritent d'être corrigés. Et notre espoir, c'est qu'en nous travaillant justement avec les masters de chirurgie, avec les écoles de chirurgie, on arrive à insuffler quelque chose de différent, on va dire, pour tout le circuit qui monte. Ça amène aussi des choses que vous connaissez mieux que moi, c'est qu'il y a des fortes divergences entre des points de vue de chirurgiens qui sont très souvent des chirurgiens d'excellence, mais avec des points de vue très divergents sur des points. Et finalement, on est sur ces divergences avec un niveau d'évaluation et qui permettrait de trancher éventuellement, qui sont relativement faibles. Donc, ça, c'est vraiment des choses que j'ai pu observer. Alors, il y a des dispositions, il y a des difficultés spécifiques, hein, évidemment, qui expliquent ça. J'en citerai quelques-unes. C'est que, évidemment, on va dire, les éléments réglementaires sont jusqu'où il faut protocoliser, jusqu'où il faut réglementer quand un chirurgien essaye quelque chose au bloc. C'est évidemment un problème. Alors, euh, on est ici dans des limites, des frontières de ce qu'il faut protocoliser ou pas, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Euh, par contre, je le dis surtout pour les plus jeunes de l'assistance, si vous essayez un DM qui n'a pas le marquage CE, là, il faut protocoliser, car sinon, vous êtes complètement hors la loi. Or, enfin, je vois encore des choses, et c'est pas complètement rare non plus, où on essaye quelque chose avec, encore une fois, la bonne volonté, mais on ne l'a pas protocolisé, on ne l'a pas soumis. Et là, s'il y a un problème, on est dans une situation très, très difficile. Puis, il y a une vraie difficulté des études comparatives. Alors, je citais les PHRC et la possibilité d'en faire. C'est vrai, mais c'est effectivement, objectivement, plus difficile de faire des études comparatives en chirurgie que pour d'autres spécialités. Il y a aussi le problème, quand on fait des essais, de la maîtrise de la technique elle-même, qui pose des problèmes, de la courbe d'apprentissage, on en parlera un tout petit peu. Alors, les solutions, si vous voulez, je crois qu'il faut avoir en tête, et Emmanuel l'a dit effectivement, c'est protocoliser. Le message, c'est protocoliser. Protocoliser, alors,
très souvent, et j'étais en discussion encore hier avec un de mes collègues chirurgiens à la Riboisière, qui me faisait part de son énervement par rapport au fait qu'il fallait protocoliser une très bonne idée qu'il avait en neurochirurgie. Et il disait, c'est pas possible, etc. Ça nous fait perdre du temps. C'est horrible. Effectivement, est-ce que ça fait perdre du temps? Ça fait perdre du temps initialement. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que en fait, ça en fait gagner dans le développement d'un produit ou d'une innovation chirurgicale. Alors, évidemment, mon message, c'est de dire que vous avez une idée, vous avez une innovation, vous avez un DM que vous avez inventé. Il faut penser les choses non pas sur la première utilisation, le temps pour la première utilisation, mais sur l'ensemble du développement jusqu'au moment où vous allez être en situation de convaincre vos pairs d'avoir quelque chose qui apporte un bénéfice par rapport à la technique précédente. Et de ce point de vue-là, je suis absolument convaincu que protocoliser depuis le début vous fait gagner du temps jusqu'au moment où votre idée sera reconnue par l'ensemble de la spécialité ou que votre dispositif médical, on en parlait tout à l'heure, sera sur le marché avec une start-up ou avec un dispositif qui sera vendu, commercialisé, qui aura le marché chez eux, etc. Alors, le premier point, c'est de bien penser les phases d'un développement. Et les phases d'un développement, elles sont extrêmement bien pensées pour le médicament. Et malheureusement, on les pense un petit peu moins bien, de façon un petit peu moins formalisée pour l'innovation chirurgicale ou le dispositif médical. Mais finalement, on peut, d'une certaine façon, faire une stratification du développement qui est assez parallèle, même si les méthodes pour le faire peuvent être différentes. Alors, le premier point, si vous voulez, c'est que vous allez avoir une technique ou un DM. Il va falloir l'utiliser pour la première fois chez le patient. C'est ce qu'on appelle le first in human. Et là, vous êtes dans la faisabilité de la technique, la preuve de concept. Si vous avez un prototype, vous voyez si ce prototype est adapté. Il peut y avoir une phase de mise au point technique qui vous permet d'améliorer le prototype ou d'améliorer la technique chirurgicale jusqu'au moment où vous avez quelque chose de stable. Et à partir de ce moment-là, je dirais, le développement véritable commence. Et c'est très important de le considérer comme ça. Le développement commence pour votre technique. Et là, vous êtes, on va dire, comme pour le médicament, dans ce qu'on appellerait une phase 2. Ici, c'est une phase de life, même si ça ne s'appelle pas comme ça. Mais déjà, vous êtes dans des éléments observationnels. Et ce que je constate, si vous voulez, très souvent, c'est que, et je le constatais aussi très souvent quand je regardais les dossiers à la HAS pour les dispositifs médicaux, c'est qu'il y avait beaucoup d'études observationnelles qui finalement n'étaient pas bien faites, n'étaient pas bien protocolisées et finalement ne servaient à rien parce qu'elles ne donnaient pas des informations robustes sur les qualités de l'innovation, encore une fois, quelle qu'elle soit. Le premier point de ces études observationnelles, c'est de vérifier la sécurité de votre technique ou la sécurité de votre DM. Et là, encore une fois, protocoliser, c'est quoi? C'est s'obliger à réfléchir avant de faire. S'obliger à réfléchir avant de faire, c'est se dire, finalement, j'ai une nouvelle méthode, un nouveau DM. Encore faut-il que ce soit un DM qui assure la sécurité du patient. Alors, qu'est-ce que je demande pour cette sécurité du patient? Eh bien là, au lieu d'aller regarder comme ça, je vais dire, voilà, moi je considère que compte tenu de toutes les prises en charge possibles pour ce patient, si ce patient, par exemple, si j'ai une sécurité avec des effets indésirables, par exemple, plus importants que X%, je dois arrêter. Donc ça vous oblige à penser, cette innovation-là, quel est le seuil de sécurité que j'accepte. Ça vous oblige à le penser avant. Et vous êtes en général tout à fait en situation de pouvoir le faire. Et si vous faites ça, et si vous utilisez les techniques modernes de statistique, eh bien, vous allez pouvoir dire, par exemple, je veux faire
j'ai pris ici un exemple en bas de ma diapositive, juste pour l'exemple, je veux me faire mes 20 patients, d'accord, très bien. Mais quand est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête si j'ai un EIG, un événement indésirable grave? Si j'en ai deux, si j'en ai trois, si j'en ai quatre? Il y a des techniques statistiques maintenant qui vous permettent de dire, voilà, si j'ai effectivement trois événements indésirables graves sur mes trois premiers patients, là, je vais arrêter. Si j'ai 5 sur mes 7 premiers patients, là, je vais arrêter. Mais si j'en ai 3 sur mes 7 premiers patients, je n'arrête pas. Et vous voyez, ça vous oblige, en disant ça, à vous fixer des limites qui vous permettront de savoir s'il faut vous arrêter ou pas. Une fois que vous avez fait ça, vous commencez à constituer le dossier de votre innovation. Et vous dites à ce moment-là aux autorités, oui, mon produit, si vous êtes d'accord avec mes seuils de sécurité, mon produit, je vous ai démontré qu'il est fiable au point de vue de la sécurité. Maintenant, c'est très bien qu'il soit fiable au niveau de la sécurité, mais encore faut-il démontrer qu'il est efficace. Et c'est la deuxième étape. Et là encore, il faut le formaliser. Parce que si vous le formalisez, vous allez, encore une fois, avoir dans votre dossier un élément sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour parler à vos collègues et pour parler aux autorités. Démontrer l'efficacité, ça vous oblige aussi à savoir qu'est-ce que c'est que l'efficacité. Qu'est-ce qui est pertinent comme critère d'efficacité pour un produit? Et là, encore une fois, c'est vous qui le savez le mieux. Il n'y a pas d'éléments statistiques là-dessus. Tout est basé sur la clinique. Vous dites qu'il est efficace, vous avez inventé quelque chose. Vous dites que c'est bien, mais c'est bien sur quoi? Dites-nous sur quoi c'est bien. Et puis, l'autre point, c'est que, évidemment, sauf cas exceptionnel, vous ne partez pas de rien. Il y a des techniques alternatives. Donc, vous dites, finalement, ce produit que j'ai inventé, euh, je considère que si, moi, je pense qu'il va être, par exemple, très bon. Il va avoir un taux d'efficacité sur un critère pertinent de 80%. Mais c'est vrai que s'il est moins de 50% par rapport à ce qu'il y a comme perspective thérapeutique pour ces patients, ça ne vaut pas le coup. Et là, vous construisez votre démonstration d'efficacité sur des bases sûres, sur des bases solides. Et c'est très facile. Voilà cet exemple. Il y a des techniques statistiques qui vous permettent de le faire très facilement, premier point, et avec très peu de patients, deuxième point. Je vous en donne un exemple à partir de ces données-là. J'ai deux possibilités. Première possibilité, je dis, je veux donc pouvoir vous démontrer que mon produit est efficace à 80%, s'il était moins efficace que 50%, j'arrête. J'ai besoin de 18 patients. 18 patients, avec une règle simple, si j'ai 13 succès ou plus, c'est bon. J'ai gagné. J'ai mis dans mon dossier de l'innovation quelque chose de robuste. Et puis, je peux dire, deuxième possibilité, ce qu'on appelle les essais en deux étapes. OK, je veux bien, mais peut-être que je me donne la possibilité, si je ne suis pas si sûr que ça de mon innovation, de m'arrêter très vite. Eh bien là, en deux étapes, vous allez voir qu'avec 7 patients, vous allez pouvoir vous arrêter si votre innovation ne correspond pas à votre espoir. Mais donc, là encore, avec très peu de patients, mais bien fait, bien formalisé, vous avez construit votre dossier. Une fois que vous avez ça, on a fait ça, par exemple, pour une étude sur la robotique avec Barbara Hersan. Ce que cette étude a permis de faire, c'est déjà de formuler de façon très précise quel était le critère, pourquoi est-ce qu'on considérait que le robot pouvait être intéressant, en quoi il était intéressant. Et en ce qui concerne la chirurgie robotique, malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites comme ça, sur lesquelles on a donc des résultats qui ne sont pas robustes. Autre point, c'est étudier de façon spécifique quelle est la courbe d'apprentissage, soit pour un DM, soit pour une nouvelle technique. C'est aussi un point très important qui peut permettre de distinguer une innovation, on va dire,
d'un groupe contrôle, non pas forcément sur l'efficacité, mais sur le fait qu'elle peut être apprise d'une façon beaucoup plus rapide que la technique de référence. Donc ça, c'est aussi des points qui vont être très intéressants pour, encore une fois, former votre dossier. Et quand je dis votre dossier, c'est le dossier qui vous permet de convaincre vos pairs ou de convaincre les autorités ou de convaincre le marché. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez un produit dont vous pouvez dire qu'il est suffisamment, entre guillemets, safe, il est suffisamment efficace. C'est très bien. Déjà, c'est très bien. En général, c'est ce qu'il vous faut pour avoir un marquage CE si vous avez inventé un dispositif médical. En général, c'est ce qui vous permet déjà de commencer à convaincre un certain nombre de vos pairs de l'intérêt de l'innovation que vous portez. Et puis, il y a le troisième point, c'est qu'évidemment, les gens ne sont pas forcément convaincus par ça. Et ils disent, bah non, nous, on a d'autres techniques, d'autres outils qui sont peut-être meilleurs que ce que tu nous présentes. Et là, on va dire, le jugement, entre guillemets, ultime, il est donné par l'étude de type phase 3, c'est-à-dire l'étude comparative entre votre innovation et, on va dire, la stratégie de référence. Alors, toutes les innovations chirurgicales ne passent pas par là, mais il faut essayer de faire en sorte que le maximum d'innovations chirurgicales passe par là, parce que c'est comme ça qu'à la fin, on sera absolument certain du fait, par exemple, que faire une RCP avec un certain nombre d'outils bah, apporte vraiment quelque chose sur la dire prise en charge du patient, qu'elle soit sur ses effets indésirables graves ou sur le temps opératoire ou sur l'efficacité de la technique. Alors, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile de randomiser en chirurgie que ça ne l'est en médecine pour différentes raisons. Moi, j'étais dans des assemblées où un certain nombre de chirurgiens m'ont dit non, c'est pas possible de randomiser en chirurgie. De façon extrêmement convaincue. La conviction, c'est pas du tout celle-là, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de groupes de chirurgiens dont la pratique défend la randomisation. Je dirais, un des premiers, ça a été sans doute French. Ensuite, il y a des groupes comme le CRECA en chirurgie oncologique, il y a des groupes comme le GT chirurgie dans la chirurgie gastro-entérite. Il y a toute une série de chirurgiens qui, effectivement, disent qu'il faut faire des essais randomisés comparatifs. Mais c'est plus difficile. Et c'est plus difficile aussi parce que dans la relation, je pense, vous savez ça sans doute bien mieux que moi, mais dans la relation médecin malade ou chirurgien malade, il y a quelque chose de différent. Je pense profondément ça, c'est-à-dire que je pense que c'est plus difficile pour un patient aussi d'accepter de rentrer dans un essai randomisé en chirurgie que ça ne l'est en médecine. Le fait de probablement, je dirais d'une façon presque symbolique, se confier complètement à quelqu'un dont le principe de la randomisation est qu'il dit je ne sais pas, il y a quelque chose qui est beaucoup plus difficile que dans la relation malade à un médecin qui lui dit je vous propose ce traitement-là ou ce traitement, cet autre traitement. Donc ça c'est un point, c'est une vraie difficulté, mais encore une fois, il y a beaucoup d'essais qui se montent en randomisés en chirurgie. Ça demande un effort, à mon avis, plus important. Il y a aussi d'autres possibilités hein, qui existent, c'est de randomiser les centres plutôt que les patients. Et ça peut donner une possibilité de faire des essais absolument rigoureux en randomisant les centres plutôt que les patients. Et ça fait en sorte que, d'une certaine façon, il n'y a pas cette interaction directe vis-à-vis du patient. On va vous tirer au sort dans tel groupe ou dans tel autre. Et puis, il faut aussi intégrer les questions d'apprentissage dans cette partie-là, parce que si évidemment vous comparez la nouvelle technique et la technique de référence, le grand problème, c'est que si vous ne faites pas très attention à cette notion d'apprentissage, vous allez comparer en fait des gens qui apprennent une nouvelle technique à des gens qui maîtrisent une technique ancienne. Et donc, c'est évidemment un biais contre la nouvelle technique et contre vous qui voulez la développer. Donc là, il faut inclure dans l'essai comparatif des notions quand même d'expérience de la nouvelle technique ou de l'expérience du nouveau dispositif médical pour que les choses ne soient pas biaisées.
Et puis, il y a évidemment une question euh, beaucoup plus difficile par rapport aux médicaments, c'est la difficulté de l'aveugle. Euh, Ce point-là, il y a des fois où on peut le résoudre, on va dire, en faisant du vrai double aveugle, ça existe, mais c'est relativement rare. Mais il y a diverses possibilités que nous, on met en œuvre très souvent pour mettre de l'aveugle dans les essais comparatifs de chirurgie, c'est-à-dire qu'on travaille avec des binômes du chirurgien, on va dire, qui est le chirurgien qui va faire l'acte, et puis du chirurgien qui va suivre le patient. Et donc, en faisant attention, on peut tout à fait avoir cette possibilité de mettre de l'aveugle, qui est très important, très très important, parce que en fait, l'aveugle ou la connaissance ou la, on va dire, l'opinion a priori du chirurgien va être très importante aussi dans la façon dont il va gérer le suivi du patient. Et de ce point de vue-là, on peut avoir des biais qui sont liés à la conviction a priori du chirurgien et qui peuvent être d'ailleurs défavorables en fait à la démonstration de l'innovation. Donc, pouvoir constituer des binômes de chirurgiens évaluateurs ou suiveurs du patient et celui qui a opéré, c'est un élément extrêmement fort dans la qualité de l'essai qu'on va mettre en œuvre. Alors, je veux rester pour 20 minutes pour garder 10 minutes de discussion. Donc, je vais conclure. Et vous avez compris que mon message principal, c'est de dire que finalement, à chaque fois que vous avez une innovation en chirurgie, que ce soit portée par une technique ou portée par un dispositif médical que vous avez inventé, euh, le premier point, c'est de penser l'intégralité du développement de cette nouvelle technique ou de ce nouveau dispositif médical. Et là, ça veut dire éviter de faire des patients comme ça pour voir. Parce qu'on se retrouve après avec des dossiers où il y a 50 patients qui ont été faits, l'information robuste, elle n'existe pas. Donc, c'est là où je vous disais, la personne, elle n'a pas perdu de temps pour faire des protocoles, mais à la fin, elle a perdu un temps considérable. Parce que ni elle arrivera à convaincre ses collègues, ni elle arrivera à convaincre les autorités, et a fortiori, elle n'arrivera pas, si c'est un nouveau dispositif, à le mettre sur le marché ou à faire en sorte qu'il puisse être pris en charge par les autorités de santé. Donc, ce moment-là où, dès le début, on se dit, je vais protocoliser, je vais suivre tous mes patients, je vais pouvoir m'arrêter sur des bases, on va dire, de sécurité, je vais pouvoir m'arrêter sur le fait que mon dispositif n'est pas suffisamment efficace par rapport à ce que je pensais. Tout ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants et qui vous font gagner du temps. Et le temps de l'écriture du protocole est infiniment plus court que le temps de refaire tout quand vous avez fait vos 50 patients et que vous devez revenir à zéro. C'est aussi un point qui est très important, c'est que d'une part, si vous voulez, c'est ce que j'appelle l'effet cliquet. À chaque fois que vous avez fait un protocole, vous arrivez sur une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour aller plus loin. Soit parce que vous vous appuyez en disant j'ai bien démontré l'efficacité, j'ai bien démontré la sécurité, donc je peux aller plus loin et faire une étude multicentrique, par exemple. Et puis, soit malheureusement, ça n'est pas comme ce que j'espérais. Et à ce moment-là, je peux revenir soit vers mon prototype, soit vers ma technique, et puis analyser ce qui n'allait pas de façon, on va dire, suffisamment sereine pour ensuite recommencer le processus avec des variations. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et merci de votre attention. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, moi, d'abord, merci beaucoup parce que vous êtes probablement un des deux référents en France, quoi. Enfin, je veux dire, sur le sujet, donc on vous écoute toujours avec beaucoup de bonheur. Il y a quand même des problèmes d'inclusion dans les protocoles et je pense que chez vous, les PHRC seront probablement mieux construits qu'ailleurs parce que le ministère a bien montré que d'accouchement des PHRC est de 20 à 25%. Bon.
Donc il y a quand même ces sujets-là. Et donc la question, je ne dois pas être le premier à vous la poser, c'est une cohorte bien protocolisée, prospective, avec un bras synthétique. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est amusant parce que j'ai dû renoncer pour avoir le plaisir d'être avec vous à une discussion qui a lieu en ce moment aux journées, aux États généraux hospitalo-universitaires, dont la thématique est exactement ça. Faut-il encore faire des essais randomisés versus des bras synthétiques et des choses comme ça? Alors, euh, je vais juste vous donner un exemple. On a, on a vécu, on a publié dans JAMA en 2018 un essai randomisé en fait sur le fait, c'est pas tout à fait de la chirurgie, mais ça va vous rappeler quelque chose, c'est le fait de savoir si il valait mieux intuber les patients qu'on recueillait en arrêt cardiaque ou bien faire une insufflation au masque. On est parti dans cette idée parce qu'il y a un registre de 600 000 patients japonais qui disait qui montrait que c'était mieux de mettre le masque avec un odds ratio à 0,47, c'est-à-dire quelque chose d'énorme. D'énorme. C'était sur le critère principal, c'était sur la survie sans séquelles neurologiques graves. Hein. Donc, 600 000 patients. On a fait un essai randomisé à PHRC euh, avec 2 fois 1 000 patients. On a montré qu'il n'y avait aucune différence. Et que le problème, si vous voulez, même, il y avait un certain nombre d'inconvénients au masque qu'on ne trouvait pas avec l'intubation. Donc, l'idée, si vous voulez, là-dedans, c'est que, je dirais, il y a énormément de difficultés, de problèmes avec ces essais in silico qui sont d'abord le fait de la qualité des données. Alors, vous avez dit, si une étude prospective rend une étude prospective très bien faite, etc. Donc, on peut penser qu'il n'y a pas forcément le problème de qualité des données. Mais ce qu'il y a toujours, c'est des problèmes de facteurs confondants. Et les problèmes de facteurs confondants sont en fait très difficiles à régler complètement. Soit parce qu'on n'a pas recueilli tous les éléments des facteurs confondants, soit parce qu'il y a des méthodes de plus en plus sophistiquées pour limiter l'effet des facteurs confondants. Mais même si on limite leurs effets, on n'est pas du tout sûr de les annuler complètement. Et donc, l'idée, si vous voulez, que on va régler les questions sans essai randomisé, je dirais, c'est une idée évidemment qui est séduisante par rapport au coût d'énergie que ça demande et de financement que ça demande. C'est une idée qui est énormément poussée par les laboratoires pharmaceutiques. Voilà, évidemment, parce que ça les arrange beaucoup. Mais pour ma part, je ne suis pas du tout contre le fait d'utiliser ces méthodes. Je les utilise moi-même dans un certain nombre de cas. Mais par contre, je ne pense pas qu'il faille considérer qu'on va se substituer aux essais randomisés avec ces méthodes-là. Quand on n'a pas de possibilité, quand on n'a pas d'autre chose, bah, on fait au mieux avec ce qu'on a et c'est une bonne façon de faire. Mais je ne pense pas que ça doit se substituer, dans tous les cas, aux essais randomisés. Merci justement sur la randomisation. Plusieurs questions. Est-ce que tu crois que ce qui est difficile, enfin, en chirurgie, ce qui est difficile, c'est probablement de randomiser sur des innovations chirurgicales, plus que sur des adaptations de protocoles. Par exemple, chirurgie thoracique, kiné préopératoire, pas de kiné préopératoire, VNI, pas VNI. Ce qui est difficile, ça, à la limite, on peut imaginer que c'est pas trop compliqué. Ce qui est difficile, c'est de randomiser probablement sur une innovation qui a déjà eu des résultats positifs. Oui, je dirais, le pire là-dedans qui puisse nous arriver pour une étude, c'est l'avant-dernière page de Paris Match. C'est-à-dire que là, dans l'avant-dernière page de Paris Match, il y a formidable innovation thérapeutique, par exemple la sleeve gastrectomie, pour prendre un exemple que j'ai bien connu. Et à partir de là, les gens viennent voir
le spécialiste de la sleeve gastrectomie, pas pour qu'il lui dise je vais vous randomiser entre sleeve et bypass, mais parce qu'ils vont le voir, parce qu'ils ont le truc, c'est l'innovation, ils veulent avoir un sleeve. Et là, c'est impossible de randomiser. Et je peux vous dire, je n'ai pas mis la diapo là, mais j'ai une diapo, puisqu'on on a fait un PHRC, justement, qui était sleeve versus bypass. C'est un des rares cas de figure où, effectivement, on a dû arrêter. On a continué à faire un suivi d'une cohorte observationnelle de sleeve, d'accord? Et bon, on a publié ça, d'accord? Mais enfin, ce n'était pas ce qu'on voulait au départ. Mais voilà, donc ça c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Euh, et ça implique quelque chose de très important, c'est de dire le moment, il, il faut faire l'étude comparative dans une fenêtre de temps. Il y a vraiment une cible temporelle pour la faire. Avant, si on n'a pas de données, ce n'est pas raisonnable de le faire, mais si on laisse l'innovation se diffuser comme ça sur une base relativement faible, et les gens se fait la conviction, et il y a un certain nombre d'éléments médiatiques qui ont mis en avant cette innovation comme une innovation formidable, même si on ne sait pas si elle est formidable, et bien là, ça va devenir très difficile de randomiser. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire l'étude randomisée le plus rapidement possible après les étapes préliminaires observationnelles. Une autre question sur les publications, justement. Dans l'affaire que tu as citée, la difficulté, bon, c'est déjà le centre qui était pourtant prestigieux n'a quasiment rien demandé avant que le chirurgien innove, aucune vérification de quoi que ce soit. Et puis deux, surtout, que les grandes revues, en particulier une grande revue qui a un des impact factors les plus importants, a cautionné la publication de case reports successives sans jamais demander de série. Oui, alors là, on est effectivement dans ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que, en fait, les case reports, le problème des case reports, c'est qu'on n'a pas de possibilité véritablement d'être certain de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui est mis dans le case report et de ce qui n'est pas mis dans le case report. C'est en ce sens que c'est très différent d'un protocole observationnel. Parce que dans le protocole observationnel, vous allez dire, je prends les patients, euh, à chaque fois que j'inclus un patient, il est identifié, on peut le vérifier, et on est sûr qu'il n'y a rien dans le placard. Il n'y a pas de mort dans le placard. Et ça, c'est évidemment une très grande différence avec le fait de dire, voilà, j'ai fait, comme Karini a fait, j'ai fait 3 patients comme ça s'est très bien passé, etc. D'abord, sans dire que, en fait, il rapporte que la première partie, les 8 premiers jours de ces patients, alors que, sans dire qu'il y en a déjà 2 autres de toute façon qui sont morts, enfin, exactement tous ces éléments-là. Alors évidemment, il y a une grosse responsabilité des revues, à mon avis, enfin des revues de ce niveau-là, qui n'ont pas exigé que finalement les éléments, est-ce qu'ils ont été protocolisés ou pas, voilà, pour être certain. On a connu le Lancet plus exigeant. S'il y a d'autres questions, remarques, oui. Un grand merci pour votre communication qui était passionnante et puis pleine de sagesse. J'ai une question un brin provocatrice. Qu'est-ce que vous pensez de l'expérimentation, de la randomisation naturelle, le fait d'observer les événements de la vie? Je donne un exemple. Il y a un marathon à Boston, l'hôpital avec les urgences cardiologiques est au milieu. On regarde ce qui se passe en matière de mortalité cardiovasculaire. Est-ce que c'est des publications et des informations qui ont du crédit pour vous? On est un peu au-delà de la chirurgie, je suis d'accord. Oui, alors, si vous voulez, la question, la question dans ces cas-là qui va se poser, c'est pas tant une question, on va dire, de biais qui ferait pencher pour quelque chose ou quelque chose d'autre. C'est surtout, la question, c'est l'échantillonnage. Dans ces observations, comme vous dites, naturelles, c'est l'échantillonnage.
Et donc là, moi j'aurais tendance à dire, si l'hôpital de Boston me dit j'ai tant d'accidents, j'ai une fréquence de tant d'accidents vasculaires de tel type chez des gens jeunes, et si je vois que l'étude elle est faite en incluant la période du marathon, peut-être que je me poserai des questions sur la qualité de l'échantillonnage. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. L'autre point plus général aussi, c'est que peut-être que c'est aussi à ça que vous faites allusion, c'est la question des essais dits pragmatiques. C'est-à-dire qu'on peut, évidemment, à partir du moment où on fait les choses dans un essai, il y a des avantages et des inconvénients. Un des avantages, on va dire, pour le patient, c'est que globalement, il est mieux suivi, il a globalement des meilleurs résultats, c'est assez bien montré. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a des tas de patients qui ne rentrent pas dans les essais. Et donc, le résultat n'est pas forcément généralisable autant qu'on le souhaiterait. Et donc, il y a toute une série de méthodes et de philosophies d'essais qui sont dites des essais pragmatiques dans lesquels finalement on laisse les gens faire un petit peu ce qu'ils veulent et puis on va comparer. Ça a des avantages et des inconvénients. Encore une fois, vous comprenez que je ne pense pas qu'il y ait le blanc et le noir dans tout ça. Je pense qu'il y a ce qu'on peut faire. Ensuite, il y a l'extrapolation de ce qu'on peut faire à une situation plus générale. Et puis, il y a, d'une certaine façon aussi, ce qu'on ne peut pas dire à partir de ce qu'on a fait. Et toute la difficulté, si vous voulez, à chaque fois, c'est de prendre la connaissance réelle et intéressante en intégrant ses limites. Voilà. Bon, on pourra discuter pendant 1 heure. Moi, j'ai peut-être une dernière question aussi sur. Alors, on a parlé des études randomisées, c'est les premières étapes, hein. Bon, il y a le premier cas, etc. C'est sur l'étude de faisabilité, donc prospective. Tu l'as bien dit, on aura tout sur la table, forcément. Et la difficulté pour les jeunes, souvent, c'est de dire voilà, j'ai une innovation, j'y crois, etc. Et je me souviens très bien de la question que je t'avais posée à l'époque c'est les 3 premiers patients meurent on va dire, allez, d'une innovation, une implantation d'un matériel qui n'a rien à voir. Le premier, il meurt d'un AVC, le deuxième d'une embolie pulmonaire, le troisième d'un infarctus massif. Et ça n'a rien à voir avec finalement la procédure. Et le chirurgien dit, ça a très bien fonctionné. Et pourtant, ils sont tous morts. Comment tu arrives à convaincre quand on te pose cette question? Probablement par deux choses. Le premier point, enfin quelque chose qui est interne au protocole, qui est de dire finalement, je considère que si euh, le taux, on va dire, d'événements indésirables graves, a priori, qui est acceptable dans cette chirurgie, il est de temps. Et je ne m'affole pas forcément si les deux patients sont morts, parce que finalement, c'est tout à fait compatible, c'est pas de chance, mais c'est tout à fait compatible avec le taux d'événements indésirables, on va dire mon seuil d'événements indésirables, de taux d'événements indésirables, que je peux considérer comme encore acceptable. Mais et c'est là où les techniques statistiques modernes sont intéressantes, c'est-à-dire que ça te permet de dire, attendez, ne vous affolez pas là. Le deuxième point, alors si après, c'est un peu le tableau, c'est pour ça que je vais montrer le tableau, il nous dit, ben voilà, j'avais prévu de faire, 20 patients, mais effectivement, avec les techniques statistiques modernes que je peux avoir, j'ai calculé ce qui était acceptable ou pas, et si au bout de mes 8 patients, j'ai, dans mon calcul, trouvé qu'au-dessus de 6, c'est inacceptable, j'arrête là. Maintenant, il y a un autre point par rapport à ce que tu disais, c'est aussi, on va dire, l'analyse de l'imputabilité réelle. Là, ce que tu as dit, le chirurgien a dit, c'est pas du tout relié à l'élément, mais en même temps, bon, peut-être que c'est relié, même si tu ne l'as pas vu, c'est relié par un mécanisme indirect et que finalement les gens, bon, ils ont un produit qui finalement est extrêmement pro-coagulant, finalement dans ses conséquences. Et à ce moment-là, si j'ai donc effectivement 3 morts
par un problème d'agrégation plaquettaire sur 3 patients, j'aurais tendance à dire, on réfléchit, on s'arrête et on réfléchit. C'est ce que je t'ai dit d'ailleurs. mais voilà. Avant qu'on commence. Avant qu'on commence. Parce que ça n'a pas été Non, ça n'a pas été le cas. répété. Mais voilà. Donc, ça, c'est effectivement des éléments importants. Mais il faut bien voir que cette formalisation, elle nous protège aussi de quelque chose qui est notre émotivité. Je peux vous dire, par exemple, alors ce n'est pas un essai de chirurgie, mais c'est un essai en médecine. C'est un essai qui est prévu pour 1700 patients. On regarde les événements dans les 2 bras au bout de 200 patients. On a 50 morts de plus dans le groupe B par rapport au groupe A. Alors, évidemment, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Et d'ailleurs, la NSM nous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je peux vous dire, on a une réponse à la NSM qui tient sur 10 pages. Mais la formalisation nous a permis de savoir que finalement, cette situation-là n'était pas forcément liée, on ne devait pas forcément la relier à une différence réelle de mortalité entre les 2 bras. Ça pouvait être un hasard malheureux. Et de façon extrêmement intéressante, c'est qu'à la fin de cette étude, on n'a pas de différence de mortalité entre les bras. Vous voyez? Alors évidemment, par rapport à ce que tu disais, on a, en plus de l'aspect strictement statistique, on a analysé tous les aspects qui pouvaient être reliés, quel type de mortalité. C'était des gens qui sont des gens en oncologie, tous les éléments qui pouvaient expliquer ça, mais on n'avait pas de différence qui pouvait les expliquer. C'était le hasard. C'était le hasard. Mais évidemment, au point de vue de notre propre émotivité, on est extrêmement, si vous voulez, on est extrêmement, on va dire, rassuré par une formalisation. Sinon, on aurait arrêté, évidemment. Donc, la formalisation nous permet aussi de lutter contre notre propre émotivité, d'une part, pour nous, et puis vis-à-vis des autorités, d'avoir un élément objectif pour leur dire, écoutez, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui dit ça. Et effectivement, après, et vous pensez bien qu'après, on a surveillé ça comme le lait sur le feu, et la LSM nous l'a demandé, évidemment, mais on a vu petit à petit les courbes se rapprocher l'une de l'autre. Donc, encore une fois, la formalisation, c'est quelque chose qui est d'une certaine façon, dont je peux le comprendre, qui est un peu lourd et ennuyeux au début, mais ça nous aide beaucoup sur l'ensemble du processus. Monsieur Franco. Une question sur le sujet. Quel est le rôle des comités de surveillance indépendants en définitive? Parce que je suppose que dans le cas que tu as montré, ils vont dire on arrête l'étude. Alors très heureusement, si vous voulez, donc beaucoup de comités indépendants auraient probablement fait arrêter l'étude. Il se trouve que dans cette étude-là, j'avais mis dans le comité indépendant un statisticien qui connaît les choses, qui est quelqu'un qui a la bouteille, et qui a dit, regardons le test statistique. Et donc, et qui a été convaincu par le fait que, comme on avait les bonnes méthodes statistiques pour savoir ça, et il a dit, non, on n'arrête pas, il n'y a pas de raison d'arrêter à ce niveau-là. Il est évident que si ça avait continué ensuite, ça nous aurait amené à arrêter. Mais ça, c'est un point aussi, si vous voulez, je fais très attention dans ces comités de surveillance indépendants à mettre des méthodologistes qui ont beaucoup de bouteilles. Parce qu'il y a un certain nombre de cas où des essais ont été arrêtés à tort, complètement à tort, et ça pourrit des innovations. Parce qu'effectivement, à un moment donné, les gens disent, ah oui, il y a, par exemple, typiquement, surtout en début d'essai, il y a 3 fois plus de morts dans un bras que dans l'autre. Oui, mais ça peut tout à fait être le hasard. Et ça n'est pas si intuitif que ça de penser que quand on voit qu'il y a 3 fois plus de morts
dans un bras que dans l'autre, ça peut être le hasard. Et pourtant, oui, ça l'est. Ce qui pourrit aussi parfois nos essais de randomisation, de rentrer dans des protocoles, c'est la force énorme des réseaux sociaux. Comment on peut faire? Est-ce qu'il y a des armes pour combattre ça? Alors, je pense que d'une certaine façon, l'arme pour combattre ça, elle serait et elle est de développer au maximum l'éducation du public, l'éducation à ce que c'est que la démarche scientifique, qui parfois peut effectivement apparaître comme contre-intuitive. Si vous voulez, un des éléments, enfin, vous avez dû voir ça aussi, comme moi, au moment du Covid, il y avait des espèces de manifestations de gens qui disaient, avec des personnes, des photos de personnes qui disaient elle a été vaccinée et elle est morte d'une embolie pulmonaire, ou elle a été vaccinée, elle a eu ça, ou il a été. Et donc, je veux dire, je considère que ce qu'il disait était vrai. Simplement, c'est évidemment l'inférence. Et par rapport à ça, il faut une certaine éducation pour dire ça ne nous dit rien. Je donne toujours comme exemple, dans mes cours, je donne ce qui s'était passé à un moment donné, les ostréiculteurs, pour montrer que finalement ils avaient réglé leur problème, on va dire, de toxines dans les huîtres. Ils avaient dit, voilà, le week-end du temps, dégustation gratuite dans tous les sites d'ostréiculture. Et donc, ils ont fait ça. Et le lundi et le mardi, au journal télévisé, je m'en souviens très bien, ils disaient il y a 4 morts qui ont suite à la dégustation d'huîtres. Et si les ostréiculteurs avaient été conseillés, on va dire, par un statisticien ou un épidémiologiste, ils auraient dit surtout, il ne faut pas faire ça. Parce que des gens qui meurent le lundi et le mardi, il y en a toutes les semaines. Simplement là, dans ceux-là, vous aurez des gens qui auront été manger vos huîtres. Et donc, vous serez au journal télévisé. Vous voyez? Et c'est typiquement une erreur méthodologique considérable pour ces pauvres ostréiculteurs. Bon, on va conclure sur les huîtres avec sans transition avec la suite. Merci beaucoup, Eric.